Bonsoir, messieurs, mesdames, chers camarades, chers invités, bienvenue à tous et à toutes. Je me présente, Tamega Bougari, je suis élève ingénieur en réseau informatique et système d'information de la FST de Marrakech. Je suis l'animateur de cette conférence organisée par le club IRISI, présenté par Monsieur Kone Abdullah. La conférence tourne autour de la révolution, la quatrième révolution industrielle et les applications des big data dans l'économie mondiale. Avant de céder la parole à notre présentateur, je vais laisser le président du club ouvrir la session. Monsieur Saïd Abila, à vous la parole. Merci Tamega. Bonsoir tout le monde. Je me présente, je suis Saïd Abila, le président du club Irizi. Je suis un élève ingénieur en deuxième année en Irizi. Et comme vous le savez déjà, pour ce mois de Ramadan, d'abord Ramadan Mubarak, encore une fois. Et pour ce mois, on a prévu de lancer un programme des vidéoconférences pour chaque week-end. Et chaque week-end, on va avoir un nouveau sujet, avec des sujets qui ne sont pas juste qui n'ont pas juste en relation avec l'informatique, mais bien sûr d'autres sujets. Et pour cette session, c'est comme Tamega a dit, c'est en relation avec la révolution industrielle, les big data. Et je remercie Abdoulaye pour accepter notre invitation. Et je lui donne la parole pour qu'il puisse commencer déjà la présentation. Merci. Merci, monsieur le responsable. Alors, juste une petite précision. Nous consacrerons environ 1h30 pour la conférence et donc la fin, ce sera pour les questions-réponses. Préparez vos questions, notez-les. Le présentateur il reviendra sur les questions vers la fin de la séance, d'accord? Merci, monsieur Kone, à vous la parole. Merci. Bonsoir. Je suis Abdoulaye Kone, comme le présentateur l'a déjà évoqué. Je vous remercie pour votre invitation. Je suis chercheur en géopolitique et relations internationales et spécialisé particulièrement sur la géopolitique du cyberespace et l'intelligence artificielle. Donc, en gros, j'analyse un peu les implications géopolitiques des technologies de l'information et de la communication, aussi des technologies plus récentes, notamment l'intelligence artificielle, ses évolutions, que ce soit deep learning, machine learning, ainsi de suite. Il y a toujours une relation étroite entre la géopolitique et la technologie. Plus il y a de la technologie. Excusez-moi une seconde. Est-ce que vous pouvez nous partager votre écran, s'il vous plaît? Ah, d'accord. Voilà, c'est bon? Voilà, merci. Voilà. Très bien. Donc, j'étais en train de me présenter. Donc, je pense que la présentation est bonne. Ramadan Mubarak à toutes et à tous. Donc, je vais analyser avec vous la quatrième révolution industrielle et en particulier les applications du Big Data. Donc, la deuxième partie de ma conférence sera consacrée aux applications économiques du Big Data. Donc, sans plus tarder, je voudrais préciser dans un premier temps la relation étroite qui existe entre la révolution industrielle, en l'occurrence la quatrième révolution industrielle, et la révolution numérique. La quatrième révolution industrielle a pris sa maturité et son essor à l'ère numérique. Donc, pour ça, pour encadrer mon raisonnement, je vais commencer par vous évoquer un tout petit peu les fondamentaux, en tout cas les règles qui régissent le monde numérique. Ensuite, on verra comment ce sont ces règles qui sont à l'origine des grandes mutations qui ont vu le jour à l'ère de la quatrième révolution industrielle. Donc,
Pour ça, je vais essayer de voir avec vous les paradigmes de la connaissance et la science à l'ère numérique. C'est-à-dire comment la science, la technique, les technologies se développent à l'ère numérique, avec l'avènement du numérique en particulier. Donc pour ça, certainement vous le savez déjà, mais je vais quand même, pour respecter mon fil conducteur, je vais analyser un tout petit peu quelques fondamentaux du monde numérique, comme introduction. Donc comme vous le savez, le monde numérique tranche avec le monde réel, dans le sens où c'est un monde qui fonctionne de manière binaire. Par exemple, ce qui différencie la production numérique par rapport à la production, à d'autres formes de production, c'est quand on veut transposer une information de manière, avec les autres méthodes, on utilise la méthode analogique. Par exemple, quand on veut transposer un son ou bien une image avant l'avènement du numérique, ce qu'on faisait, on transposait les valeurs de cette propriété physique de manière proportionnelle, de façon continue, entre l'information initiale et l'information produite. Donc, ce qui fait que, par exemple, pour l'image, on ne faisait que l'empreinte de la lumière sur une pellicule. Pour le son, c'était l'action des ondes sonores sur une membrane. Donc là, on essaie de transposer un tout petit peu les informations proportionnellement à l'objet qu'on veut transférer, qu'on veut transcrire. Que ce soit un objet physique ou bien une voix, un son. Avec le numérique, le monde numérique fonctionne de manière binaire. Donc, c'est-à-dire que pour transposer une information, on utilise les données numériques. C'est-à-dire qu'on convertit les valeurs, les propriétés de l'objet en question en données numériques. Je ne verrai plus bien comment fonctionne cette manière binaire de transcrire les choses. Donc, en gros, le monde numérique fonctionne à travers les données numériques. Donc, cela change les lois de l'information, comme je vais voir par la suite. L'autre aspect, c'est que le monde numérique est régi par des algorithmes. Donc, vous savez tous ce que c'est qu'un algorithme. Un algorithme, c'est une suite d'instructions en vue de réaliser une tâche. Donc, une série d'opérations pour réaliser une tâche. L'analogie qu'on prend généralement pour évoquer les algorithmes, c'est comme une recette de cuisine. Donc, par exemple, dans le cas d'une recette de cuisine, vous savez, si vous voulez préparer par exemple un sandwich, vous avez la recette. Vous savez ce qu'il faut faire pour préparer les sandwichs, les étapes à suivre pour préparer les sandwichs. Ensuite, vous avez les ingrédients. Donc, vous appliquez ces étapes aux ingrédients, ensuite, vous avez les sandwichs. Dans le monde numérique, la recette, ce sont les algorithmes. Ce sont les algorithmes qu'on va appliquer aux données pour réaliser telle tâche ou pour atteindre tel résultat. Donc, ces algorithmes maintenant sont codés en programmes informatiques. Donc, ce sont ces programmes informatiques qui permettent de réaliser, qui sont appliqués aux données pour atteindre des résultats spécifiques. Les ordinateurs aussi dans le monde numérique, comme vous savez, communiquent de manière binaire. Ce n'est pas comme dans le monde réel où on a des langages naturels, ainsi de suite. De manière binaire, c'est-à-dire les ordinateurs en question communiquent avec des 0 et des 1. Par l'intermédiaire des petits interrupteurs qu'on appelle les transistors. Ça aussi, vous le savez, c'est juste une répétition avant de rentrer vraiment dans les détails. Donc, ce transistor, si le transistor est éteint, c'est 0. Si le transistor est allumé, c'est 1. Donc, cette manière de communiquer fait que par rapport à la manière analogique qui est continue et proportionnelle, le monde numérique est un monde discontinu. Quand on veut transposer les propriétés d'un objet, on divise cet objet. Avec des 0 et des 1, on va former des paquets pour essayer de représenter l'objet. Donc, finalement, ce sont des objets spécifiques qui permettent de lire ces langages, les smartphones, les tablettes. Donc, ces objets sont fabriqués justement pour pouvoir lire les langages binaires. Donc, cela a des implications profondes sur les lois de l'information. Quand on prend les révolutions précédentes, les lois de l'information découlaient des propriétés physiques. Par exemple, quand on voulait transférer un message,
quand on voulait informer les gens, ce qu'on devait faire, la première révolution industrielle, par exemple, il fallait la machine à vapeur couplée avec la machine imprimée pour pouvoir imprimer très vite. Ensuite, on partageait les informations aux gens. Donc, à l'ère numérique, les lois de l'information n'émanent plus seulement des objets physiques, mais aussi et surtout des données numériques. Et c'est là le principal changement, parce que ces données numériques commencent à atteindre non seulement elles sont de plus en plus nombreuses, on en verra plus loin, mais ces données, à l'ère de l'économie de la connaissance, permettent aussi de créer des informations, et ces informations vont continuer à se multiplier dans les réseaux, avec des capteurs dont on verra plus loin. Donc, à côté de ces fondamentaux, on peut constater un paradigme de la connaissance à l'ère numérique qui est dans le domaine même de la science. Un paradigme, un nouveau paradigme scientifique à l'ère numérique. Et c'est l'ouvrage de Homo Deus de Yuval Noah Harari. La fin de son ouvrage, il a fait 3 constats intéressants pour voir comment les recherches, les technologies, la science sont structurées dans le cadre des évolutions numériques. Ces 3 constats, le premier constat, il dit la science se réduit à un dogme fondamental selon lequel les organismes sont des algorithmes et la vie se réduit à un traitement de données. Comme premier constat. Deuxième constat, l'intelligence se découpe de la conscience. Troisième constat, des algorithmes non conscients mais hautement intelligents pourraient nous connaître mieux que nous-mêmes. Pour situer un peu ce constat, et son analyse parle du postulat comme quoi les infotechnologies et les biotechnologies sont en train de converger. Donc leur convergence fait que c'est ce qu'on appelle en gros la convergence NBC. Je ne vais pas entrer dans les détails pendant cette présentation, mais la convergence NBC, c'est la convergence entre les nanotechnologies, biotechnologies, informatique, sciences cognitives. Donc, la convergence fait qu'il y a plusieurs avancées technologiques qui sont en train de voir le jour. Mais parmi ces avancées, on projette de réaliser des machines pensantes de plus en plus intelligentes, des machines capables de se connecter au réseau pour traiter les masses de données et pour s'améliorer avec le temps. Donc, finalement, maintenant, dans la Silicon Valley, le paradigme fondamental dans la Silicon Valley, c'est que c'est les données numériques et la manière de traiter ces données permet de dépasser les limites que la science rencontrait jusqu'alors, que ce soit les limites dans le cadre de la connaissance du cerveau, que ce soit les limites dans le cadre du séquençage du génome. Dans le cadre de la convergence NBC, vous avez vu, actuellement, le séquençage du génome se banalise progressivement. Mais avant, dans les années 70, les prix Nobel de Jacques Monod disaient la taille moléculaire de l'ADN est tellement grande qu'on ne peut pas séquencer le génome. Donc, avec la convergence NBC, la fusion entre les technologies d'information et les biotechnologies, structure autour des postulats que j'ai évoqués, c'est-à-dire le dogme, si vous voulez, de la donnée, ce qu'on appelle le dataïsme, dont les capacités à traiter ces données vont ouvrir des perspectives immenses. Ce sont ces fondements qui régissent aussi la science dans la Silicon Valley. Parce qu'actuellement, tout ce qu'on a à ce moment, que ce soit les ordinateurs, les smartphones, les téléphones, tout ce qu'on a, leur origine quand même remonte, à toi, leur essor, origine ainsi qu'essor remonte au niveau de la Silicon Valley. C'est là-bas où les entreprises comme les GAFA ont vu le jour, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple, et ce sont eux qui portent de nouveaux projets. Et parmi ces projets, on a par exemple la volonté de concevoir des intelligences artificielles fortes. Donc, cela, c'est leur fondement scientifique, c'est le matérialisme et le monisme. Donc, matérialisme et le monisme dans le sens où, pour eux, l'homme, c'est pas comme dans le cadre des religions où l'homme, c'est 2 aspects. On a le corps, l'âme d'un côté, on a le cerveau et l'esprit d'un côté. Pour eux, l'âme et le corps ne font qu'un. Le cerveau et l'esprit ne font qu'un. Donc, le seul problème, c'est la complexité. Donc, pour dépasser cette complexité,
Il suffit de développer des technologies qui permettent à la fois de simuler, de traiter des masses de données et des technologies qui calculent très vite. Donc, dernier aspect de ces paradigmes de connaissance des sciences à l'ère numérique, le monde numérique est un monde régi par l'innovation incessante, l'innovation dans tous les domaines. Vous vous rappelez par exemple des entreprises comme Nokia étaient sur le point vraiment de disparaître parce qu'ils n'innovaient pas. Les entreprises qui innovent comme les NATO, Netflix, Airbnb, Tencent, Uber, innovent incessamment. Ce sont elles qui dominent l'économie mondiale. Donc l'innovation, c'est non seulement l'innovation dans les domaines de l'invention, de la technologie, mais l'innovation aussi, même dans les domaines sociaux. Là, je ne vais pas entrer dans ces détails. Mais aussi la rapidité. C'est un monde qui, en particulier, les technologies numériques ont une évolution exponentielle par rapport à l'évolution linéaire. En mathématiques, on distingue exponentielle et linéaire. Les technologies numériques ont une évolution exponentielle, d'où la difficulté de prédire justement l'avenir. Et les entreprises aussi qui incarnent cette technologie évoluent de manière considérablement vite. Si vous voyez des entreprises comme Facebook, Twitter, ainsi de suite, Google, fin 1999, et leur apport, leur place et leur puissance actuellement, on voit la manière dont elles évoluent et ont la croissance la plus rapide de l'histoire. Donc, partant de là, comme je disais, la révolution industrielle, en particulier la 4e révolution industrielle, a vu le jour avec la naissance du numérique. Par rapport aux autres révolutions industrielles, première révolution, disons, là, tout à l'heure, je vais essayer de vous évoquer la structure d'une révolution industrielle, mais par rapport aux révolutions précédentes, la 4e révolution industrielle a pris sa maturité et son essor en convergence avec les technologies numériques. Cependant, il y a un débat qu'il faut évoquer avant d'aller plus loin. Sommes-nous dans une 4e révolution industrielle ou bien une 3e révolution industrielle? Donc, il y a beaucoup de débats autour de l'industrie 4.0, beaucoup de débats autour de 4e révolution industrielle, mais sauf que le débat n'est pas tranché par les chercheurs. Si nous sommes dans une 4e ou une 3e révolution industrielle. Le premier qui a parlé de 4e révolution industrielle, c'est Klaus Schwab, le fondateur du Forum de Davos, en particulier dans son ouvrage La 4e révolution industrielle, publié en 2016. Pour lui, c'est l'intelligence artificielle et la robotique qui sont au cœur de la 4e révolution industrielle. Bon. Par contre, d'un autre côté, on a Jeremy Rifkin, qui est considéré comme l'architecte. Si vous tapez, par exemple, n'importe où 3e révolution industrielle, vous tombez immédiatement sur Jeremy Rifkin, considéré comme l'architecte de la 3e révolution industrielle. Donc, finalement, dans notre hypothèse, je vais vous montrer tout de suite la structure des révolutions industrielles. Dans notre hypothèse, pendant cette présentation, nous sommes dans une 3e révolution industrielle. J'ai évoqué 4e révolution industrielle parce que je vais démontrer que les technologies de la 4e révolution industrielle, évoquées par Klaus Schwab, dans son ouvrage qui porte le même nom, ces technologies font partie de la 3e révolution industrielle. Mais déjà, quelle est la structure d'une révolution industrielle? Pour parler de révolution industrielle, a priori, il faut 3 étapes. Il faut 3 fondements. Une révolution industrielle est régie par 3 fondements. D'abord, la naissance de nouvelles sources d'énergie. Ces nouvelles sources d'énergie vont engendrer une reconfiguration de la communication, vont susciter de nouveaux moyens de communication. Ensuite, le couplage entre énergie et communication va engendrer une reconfiguration de l'économie. Donc, quand on parle de révolution industrielle, ce sont ces 3 étapes. C'est l'énergie qui va permettre de créer de l'information, d'alimenter les transports. C'est l'énergie qui va permettre de faire fonctionner les objets du quotidien. Ces mêmes objets du quotidien qui animent la vie économique. Donc, c'est la première étape d'une révolution industrielle. Et chaque fois, il y a une nouvelle source d'énergie, il y a un changement sur
la communication. Automatiquement, il y a de nouveaux moyens de communication qui vont émerger. Et l'éthique, c'est que chaque fois qu'il y a de nouvelles énergies, il va y avoir une complexification des relations économiques. Et s'il y a une complexification des relations économiques, il faut de nouveaux moyens de communication qui vont permettre de gérer cette complexité. Donc, à chaque fois qu'une révolution industrielle arrive à terme et qu'une nouvelle révolution est sur le point d'émerger, ça prend beaucoup de temps. Dans l'histoire, on voit qu'il y a pratiquement un siècle entre les révolutions industrielles. Parce qu'il y a deux phases. Il y a une phase de destruction, ça c'est l'hypothèse de la théorie de Jean Schumpeter. Il y a une phase de destruction, une phase de récréation, qu'on appelle la destruction-création. Il y a une phase de destruction des anciens métiers qui étaient incarnés par la révolution, et la nouvelle révolution va détruire ces anciens métiers et susciter une récréation de nouveaux métiers. Sans plus tarder, nous allons voir la structure de la première révolution industrielle. La première révolution industrielle commence en 1769 avec la naissance de la machine à vapeur de James Watt, une source d'énergie. Donc, immédiatement, cela a été consécutif à de nouveaux moyens de communication. La naissance de l'imprimerie. La machine à imprimer existait déjà, ça existait déjà, mais c'est lorsque la machine à vapeur a vu le jour et qu'on a couplé cette machine à vapeur à la machine à imprimer que l'imprimerie a vraiment vu le jour, parce que déjà on pouvait imprimer les journaux en masse, ainsi de suite. C'est la naissance aussi de l'éducation nationale. Cette machine à vapeur aussi est à l'origine aussi du train à vapeur. Donc, on a deux niveaux de communication. Communication des idées. Chaque fois, il y a deux niveaux au niveau de la communication. Communication des idées d'un côté. Pour la première révolution industrielle, la naissance de l'imprimerie. Communication physique. Pour la première révolution industrielle, c'est la naissance du train à vapeur. Et automatiquement, l'économie qui a vu le jour, c'est l'usine. Une usine, c'est quoi? Ce sont des unités de production centralisées. C'est là déjà, ça n'a rien à voir avec les firmes multinationales qui existent en ce moment et qui ont une organisation horizontale. Si vous prenez l'usine, vous voyez que c'est une organisation totalement verticale. Donc, ça répond un peu à l'organisation scientifique du travail de Taylor. Ça répond à la naissance de la classe ouvrière, et ainsi de suite. Donc, c'est la nouvelle organisation de l'économie qui a fait suite à la première révolution industrielle. Donc, immédiatement, je passe à la structure. Toujours, c'est la même structure. Énergie, communication, économie. Donc, au niveau énergétique, si vous voulez, la deuxième révolution industrielle commence avec l'invention de l'ampoule à filament par Thomas Edison en 1879. Immédiatement, on a vu la naissance des centrales électriques. Donc, ces centrales électriques vont converger avec le moteur à combustion interne. Donc, c'est la convergence entre la communication électrique et le moteur à combustion interne qui sont vraiment l'essence du régime énergétique de la deuxième révolution industrielle. Donc, ces deux paramètres ont également suscité l'avènement de nouveaux moyens de communication. Communication des idées, c'est les télégraphes, la radio, la télévision, le téléphone. Communication physique, l'automobile, les trains électriques, l'avion. Voilà. Donc, ces deux paramètres, énergie et communication, ont également suscité une réorganisation de l'économie avec la naissance des firmes multinationales. Sans radio, sans télévision, sans avion, il n'y a pas de firmes multinationales. Donc, toujours, il y a une relation et une complémentarité entre les trois niveaux d'une révolution industrielle. Donc, pour la deuxième révolution industrielle, s'il vous plaît, on est toujours dans la deuxième révolution industrielle, ce n'est pas encore fini. Cette révolution a consacré ce qu'on appelle les ATAC, c'est-à-dire aéronautique, téléphone, automobile, chimie, électricité. Donc, c'est une révolution extraordinaire parce que déjà la chimie, la chimie a pris son essor lors de la deuxième révolution industrielle, notamment avec les recherches d'Ernest Rutherford, qui a découvert
que l'atome n'est pas une particule élémentaire, évidemment, et qu'à l'intérieur de l'atome, il y a un noyau constitué de protons et de neutrons et un électron en orbite. Donc, c'est l'origine aussi des progrès fondamentaux en chimie. Avant, c'était toujours les théories de Démocrite et ainsi de suite qui étaient utilisées. Donc, je vais commencer la première partie de cette présentation pour vous évoquer la structure de la troisième révolution industrielle. Et c'est toujours les mêmes éléments qui structurent la troisième révolution industrielle. C'est toujours de nouvelles sources d'énergie qui vont susciter de nouveaux moyens de communication et le tout implique une réorganisation de l'économie. La particularité, si vous voulez, de la troisième révolution industrielle, c'est qu'elle ne commence pas avec une énergie physique, une énergie matérielle comme les autres révolutions. Comme je vous ai évoqué au début de cette présentation, elle commence à l'ère numérique. Donc finalement, c'est le numérique qui a amorcé la troisième révolution industrielle. Et c'est le numérique aussi qui l'organise, comme on le verra plus loin. Donc, elle a commencé avec la naissance du web. Le web, comme vous le savez peut-être, le web est né en 1990 avec les recherches des Britanniques, notamment Tim Berners-Lee, un Britannique Tim Berners-Lee, qui était chercheur au CERN. Donc, celui qui, financé notamment par le CERN, a inventé le web. Le web, c'est l'une des nombreuses applications d'Internet. Vous savez qu'Internet, ça commence à... Le premier réseau qui ressemblait un peu à Internet a vu le jour en 1970, ce qu'on appelle le réseau ARPANET, financé par le DARPA. Mais c'est dans les années 83 qu'Internet va vraiment voir le jour avec les protocoles TCP/IP, parce que dans les années 70, il y avait plusieurs réseaux, mais ces réseaux n'étaient pas connectés entre eux. Alors que l'Internet s'est défini par les réseaux des réseaux. Il fallait une interconnexion des réseaux pour parler d'Internet. Même si l'Internet s'est affirmé, ce n'était pas toujours facile pour un utilisateur lambda vraiment d'accéder à l'Internet, d'échanger des données, de consulter des données sur le site. Donc finalement, c'est la naissance du web qui va donner une nouvelle dimension à l'Internet. Donc, le web aussi, en gros, c'est l'expérience des utilisateurs de l'Internet est déterminée par les différentes évolutions du web. Donc, le web 1.0 ou web traditionnel s'étale de 1991 à 1999. Donc, en gros, c'est un peu comme un portail d'information. C'est-à-dire les internautes peuvent consulter les informations, mais ne peuvent pas interagir, ne peuvent pas communiquer sur ces informations. Ils peuvent juste consulter, c'est comme un portail. Quand même, l'internaute va avoir un premier pouvoir qui est le pouvoir de s'informer. Il pourrait s'informer, mais ne pourrait pas interagir ni dénigrer l'information qu'il voit. Donc ça, c'est le web 1.0 ou web traditionnel. D'autres appellent aussi web statique. À partir des années 2000, il va y avoir la naissance des réseaux sociaux, ce qu'on appelle le web social, le web 2.0 ou web social. C'est une avancée fondamentale du web. Parce qu'à partir de ce moment, avec la naissance des réseaux sociaux, l'internaute a désormais le pouvoir non seulement de s'informer, de critiquer, de dénigrer. Les internautes ont aussi le pouvoir de se mettre en réseau pour faire les mobilisations sociales. Donc, c'est un web qui a entériné la dimension sociale du réseau. Désormais, le réseau devient un espace de mobilisation, un espace de lutte, que ce soit sur le plan politique, que ce soit pour critiquer les entreprises qui fabriquent des produits, qui produisent des produits qui ne plaisent pas aux utilisateurs, aux internautes, et ainsi de suite. Donc, Internet devient un espace d'échange. À partir des années 2010, et c'est cette dimension qui va nous intéresser en particulier, il va y avoir la naissance du web sémantique. Ce web sémantique fait suite
au web 2.0 dans le sens où, avec l'avènement du web 2.0 ou le web social, ainsi que les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations. Les données vont commencer à se multiplier dans les réseaux. Avec le web, le premier web, le web statique ou traditionnel, il n'y avait pas assez d'informations parce que l'Internet ne participait pas à la génération des données sur Internet. Avec le web social, il y aura beaucoup de données. Et avec le web sémantique, ces données vont pouvoir être analysées. Mais c'est aussi un web qui coïncide avec vraiment la généralisation des objets connectés. Donc, en gros, le web 3.0 est un web qui permet une bonne convergence, une bonne synergie, si vous voulez, entre le virtuel et le réel. Parce qu'il y aura des objets connectés un peu partout. Ces objets pourraient être analysés en temps réel. Et on pourrait cibler aussi, c'était un avantage aussi pour les entreprises parce qu'ils pourraient traiter les données sur les capteurs des utilisateurs des internautes ou d'autres capteurs pour cibler les internautes à travers la publicité et ainsi de suite. Donc, c'est un web qui est à l'origine de beaucoup de mutations que j'aurai l'occasion d'analyser plus loin parce que c'est un web qui a entériné les big data. Ensuite, le web en perspective, c'est ce qu'on appelle le web intelligent. C'est intelligent dans le sens où il va permettre une meilleure synergie entre l'individu et le numérique, mais c'est un web qui va entraîner de nouvelles formes d'intelligence artificielle, en particulier l'intelligence artificielle générale, qui pourrait faire suite une première intelligence artificielle générale qui sera peut-être spécialisée dans plusieurs domaines, mais qui n'aura pas la conscience de soi. Mais c'est dit intelligent, surtout dans la mesure où il pourrait y avoir des capteurs, parce qu'actuellement, les capteurs dans le cadre du web 3.0 ne sont des capteurs qui ne sont pas intégrés directement dans l'individu. L'individu peut les porter, c'est comme un bracelet connecté, une montre connectée, l'individu pourrait les porter pour avoir des informations sur son corps, si c'est une montre connectée, ou bien un bracelet du genre, ça c'est déjà en perspective. Il y a déjà de ces modèles qui ont vu le jour pour quand tu fais du sport avec un bracelet spécialisé, tu pourrais mesurer ton rythme cardiaque, ainsi de suite. Mais avec le web 4.0, ce sera des objets qui seront invasifs. Je vais donner deux exemples à ce niveau. Le projet Neuralink d'Elon Musk, dont le but c'est justement de développer des implants invasifs qui seront directement branchés, intégrés dans le cerveau. Donc, parce que Elon Musk, comme vous savez, Elon Musk s'inquiète du développement de l'intelligence artificielle. Pour lui, l'intelligence artificielle pourrait dépasser les capacités de l'intelligence humaine. Donc, pour ça, il a initié le projet Neuralink pour mettre en place des capteurs qui seront directement intégrés dans le cerveau. Donc, il y a le projet aussi de Building 8 de Facebook, dans le but justement, c'est de développer des techniques qui vont permettre de télécharger directement un livre dans le cerveau par ce qu'on appelle la fluidité synaptique. Donc, pour avoir la mémoire de quelque chose qu'on n'a pas lu, mais qu'on a reçu directement dans le cerveau. Donc, évidemment, les perspectives du web 4.0 sont immenses et suscitent beaucoup de débats éthiques que je ne vais pas évoquer ici. En gros, pourquoi j'ai dit que c'est la troisième révolution industrielle? Une précision avant de continuer, je vous ai dit que dans mon hypothèse, il n'y a pas de quatrième révolution industrielle. Il existe une troisième révolution industrielle. Les technologies de la quatrième révolution industrielle, en l'occurrence l'intelligence artificielle et la robotique, font partie de la troisième révolution industrielle. Donc, j'ai dit que ça commence avec le web, parce que l'intérêt avec ce que j'ai dit tout de suite, c'est qu'avec le web et ses évolutions, il y aura beaucoup de données. C'est le web qui va entraîner les big data. Je voudrais plus loin qu'avec le web social, les réseaux sociaux, le web sémantique, l'Internet des objets, les big data, que le big data va prendre son essor. Donc finalement, actuellement, on considère déjà les big data comme une forme d'énergie, un aspect que je vais vous évoquer plus tard. Mais déjà, pour revenir à Jeremy Rifkin, je vous ai dit que c'est l'architecte de la troisième révolution industrielle. Pour Jeremy Rifkin, la troisième révolution industrielle est structurée autour de 5 piliers fondamentaux. Le premier est le passage aux énergies renouvelables.
pour lui, parce que lui, c'est toute son analyse est fondée vraiment sur les inquiétudes liées au changement climatique. Et depuis longtemps, il a analysé pour trouver des solutions au réchauffement climatique. Mais pour lui, ces solutions résident d'abord grâce, ces solutions pourront être amorcées notamment grâce à la naissance de l'Internet du web. Parce que c'est l'Internet et le web qui vont permettre d'organiser les nouvelles énergies. Donc, premier pilier, les passages aux énergies renouvelables. Deuxième pilier pour Jeremy Rifkin, c'est la transformation du parc immobilier mondial en des microcentrales électriques capables de produire leur propre énergie. Donc, dans ce cas de figure, dans son analyse, il y a plusieurs livres dans lesquels il évoque ça. Il a écrit un livre intitulé Troisième révolution industrielle, un autre livre intitulé La nouvelle société du coût marginal zéro. Donc, dans le deuxième pilier, un bâtiment, une mini-centrale électrique. Donc, pour lui, maintenant, dans chaque bâtiment, il faut une mini-centrale électrique. Mais le problème qui se pose, c'est le problème d'intermittence. Pendant l'été, parce que les énergies renouvelables ont ces problèmes, que ce soit le solaire, l'éolien, photovoltaïque, et ainsi de suite. On le met dans le cadre de ce qu'on appelle le mix énergétique, développé notamment par Joël de René, où il y aura plusieurs, on pourrait combiner les sources d'énergie renouvelable, les mettre ensemble en mix. Ensuite, à chaque fois, on pourrait stocker l'énergie pour continuer la production constamment, mais grâce à un mixte. Mais hormis ça, il y a un problème d'intermittence qui se pose. Donc, c'est pourquoi le troisième pilier de Jeremy Rifkin, c'est le développement des technologies de stockage. Pour lui, dans un premier temps, ce sera l'hydrogène. Parce qu'actuellement, la manière la plus facile qu'on a de stocker de l'énergie, c'est l'hydrogène à travers la technique d'électrolyse, que vous savez certainement. Donc, il faut développer des techniques de stockage, en l'occurrence, l'hydrogène. Troisième pilier, c'est justement le fait de coupler les énergies renouvelables à Internet. Le but, c'est de développer ce qu'on appelle les smart grids, c'est-à-dire des réseaux intelligents de transfert d'énergie. Ce sont ces réseaux qui permettent, étant donné que dans chaque bâtiment, il y a une mini-centrale électrique, mais le but, c'est de connecter vraiment ces mini-centrales électriques. Une fois que ces mini-centrales électriques sont connectées, on saura où se trouve le surplus, où se trouve la manque. Donc, s'il y a une carence quelque part, on pourrait connaître à travers les smart grids où réside la carence énergétique et comment transférer de l'énergie. Donc, le but maintenant, c'est vraiment de connaître où se trouve une carence énergétique. Ensuite, à travers un smart grid, ensuite, on va transférer, partager l'énergie au bâtiment qui manque. Parce qu'on aurait pu, à travers le troisième pilier, on aurait stocké l'énergie avec les technologies de stockage qui vont se développer. On pourrait stocker l'énergie. Ensuite, on pourrait vendre le surplus énergétique. Donc, quatrième pilier maintenant, le développement des smart grids pour relayer justement l'offre et la demande afin de pouvoir répondre aux besoins des particuliers et des entreprises. Donc, en gros, maintenant, ce sont ces réseaux, les smart grids interconnectés dans un réseau semblable à Internet, ce qu'on appelle Enernet, ou l'Internet de l'énergie. Le cinquième pilier, c'est le passage aux véhicules électriques ou à piles à combustible. Ce sont des piles à combustible à hydrogène. Donc, ce véhicule pourrait tout simplement se connecter au réseau, aux smart grids, pour vendre, échanger le surplus énergétique. Donc, non seulement il pourrait collecter de l'énergie, les véhicules en question, mais pourrait aussi vendre, échanger l'énergie pour répondre aux besoins des particuliers et des entreprises. Je précise tout de suite que ça, déjà l'Union européenne a adopté cette vision de Jeremy Rifkin. En Allemagne, déjà, il y a des services qui fonctionnent avec de l'hydrogène. L'Union européenne a adopté, mais il y a beaucoup de chercheurs qui mettent en cause la possibilité de mettre en œuvre tout ça, non seulement les coûts faramineux que ça va susciter d'un côté, mais aussi l'aspect technique, la difficulté de mettre en place un smart grid qui connecte pas seulement des villes, mais aussi des continents.
mais c'est un projet qui a été adopté par l'Union européenne. Juste ici pour préciser, les perspectives énergétiques de la troisième révolution industrielle, ça c'est une perspective énergétique de la troisième révolution industrielle. Parce que quand on dit énergie, il n'y a pas qu'une seule source d'énergie. Je parle du régime énergétique. Là, je parlais de la naissance du web. Le web va permettre, dans cette hypothèse, de connecter justement les mini-bâtiments. Les bâtiments ainsi que les mini-bâtiments au smart grid. Donc, sans le web, sans Internet, les piliers de la troisième révolution industrielle ne pourraient tout simplement pas être mis en œuvre. Donc, immédiatement, je passe à la communication. Là, je parlais d'énergie. Maintenant, quelle mutation en termes de communication? Donc, comme je dis, il y a toujours deux niveaux de communication. Communication des idées, communication physique. Au niveau de la communication des idées, c'est la naissance des réseaux sociaux. Avec la naissance du web, comme je dis, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire Facebook, Twitter, TikTok, tout ce que vous voulez. Et ces réseaux sociaux sont portés notamment par les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Mais voilà, Microsoft peut-être les systèmes d'exploitation. Mais en tout cas, ce sont les GAFAM qui contrôlent ou qui dominent ce qu'on appelle l'Internet de la communication. Ensuite, communication physique, l'Internet des objets. L'Internet des objets, comme vous le savez, c'est l'ensemble des objets connectés au réseau, tous les objets connectés au réseau, et qui sont dotés d'une identité numérique, en l'occurrence une adresse IP. Donc, bientôt, actuellement, il y a plusieurs objets qui sont connectés. On a les frigidaires connectés. Bon, depuis longtemps, on a les téléphones connectés. On aura les montres connectées, brasseries connectées, voitures connectées. Mais à terme, il va pouvoir, toutes les maisons pourraient être connectées, les chaises connectées, les animaux connectés, ainsi de suite. Donc, je vous ai donné quelques chiffres. En 2018, il y avait 22 milliards d'objets connectés. En 2030, on pense qu'il y aura, ça dépend des projections. Il y en a qui pensent qu'il y aura plus de 150 milliards. Il y en a les projections les moyens, les projections les plus réduites pensent qu'il y aura environ 50 milliards d'objets connectés d'ici 2030. Bon, l'intérêt maintenant avec ces objets connectés, c'est qu'ils contribuent à la génération de beaucoup de données. Plus il y a d'objets connectés, plus il y a des données qui s'accumulent dans les réseaux. C'est ça la particularité avec les objets connectés. Je voudrais préciser qu'on peut déjà distinguer quatre Internet. L'Internet de la communication, ça c'est ce que j'ai évoqué, ça c'est les réseaux sociaux, et tout ce qui permet de communiquer. L'Internet des énergies, ça c'est ce que j'ai évoqué avec les smart grids. L'Internet de la logistique, ça c'est déjà en vogue aux États-Unis, dans les pays comme les États-Unis. Utiliser l'Internet pour organiser les transports, la logistique, ainsi de suite. C'est-à-dire organiser un peu les transports au regard du fonctionnement de l'Internet. Enfin, l'Internet des objets. C'est-à-dire que c'est le concours entre l'Internet de la communication et l'Internet des énergies. Par exemple, si vous prenez un smartphone, il y a une batterie qui stocke de l'énergie. Donc, si vous voulez, c'est l'Internet des énergies. En même temps, c'est l'Internet de la communication. Ensuite, l'Internet de la logistique, parce qu'avec un smartphone, vous pouvez utiliser les GPS pour vous localiser, ainsi de suite. Et c'est aussi l'Internet des objets, c'est un objet connecté. Donc, dans les smartphones, déjà, on rencontre ces quatre Internets. Et à arriver à l'Internet des objets, comme je dis, plus il y a d'objets connectés, plus il y a des données qui s'accumulent dans le réseau. Et ici, vous pouvez voir quelques chiffres par rapport à l'accumulation des données dans les réseaux. C'est ce qu'on appelle les big data. Les big data, c'est l'ensemble des données qui deviennent tellement massives que les outils statistiques traditionnels ne peuvent pas les traiter pour générer la valeur. Donc, je vais arriver tout sur le big data, mais déjà ici, vous pouvez voir que déjà en 2010, tous les jours, il y avait environ 5 milliards d'octets d'informations qui étaient produites tous les 2 jours. Donc, il se trouve que c'est déjà l'équivalent de la quantité d'informations produites entre le début de la culture humaine et 2003. Juste avec la multiplication des objets connectés, en 2 jours, on pouvait produire autant de données que toutes les données qui ont été produites entre le début de la culture humaine et 2003.
En 2011, il y avait 1,8 milliards d'octets de données qui ont été créés selon l'IDC. Ainsi de suite, en 2020, parce qu'il y a eu 50 000 milliards de données qui ont été produites. Parce que d'ici 2035, il y aura environ 10 000 états octets d'informations qui ont été produites. Donc, finalement, l'intérêt avec cette démarche pour arriver au Big Data, c'est les différentes évolutions du web, sont les différentes évolutions du web qui ont entériné le Big Data. Et avec le web 2.0, le web des objets, la quantité de données produites quotidiennement a atteint des chiffres hallucinants. Donc, dans ce cas, immédiatement, on peut voir la relation qui existe entre l'Internet des objets, le Big Data et l'intelligence artificielle. Parce que ici, on est obligé d'évoquer, je ne voulais pas trop toucher l'intelligence artificielle dans cet exposé, mais on ne peut pas parler de Big Data sans parler d'intelligence artificielle. Quand on dit les Big Data, ce sont des quantités de données immenses, gigantesques. Mais la seule chose qui permet vraiment de traiter ces données, c'est l'intelligence artificielle. Si l'IA permet de traiter les Big Data, on peut pas, un cerveau humain ne peut pas traiter les Big Data, les outils statistiques traditionnels ne peuvent pas traiter les Big Data, si l'IA permet de traiter les Big Data. Donc ici, la relation entre les objets connectés et les Big Data, ça c'est subtil. Alors comme je l'ai évoqué, ce sont les objets connectés qui vont générer du Big Data. Je peux prendre un exemple simple, c'est le système de crédit social de la Chine. Comment fonctionne le système de crédit social de la Chine? C'est que d'abord, ça fonctionne grâce à des capteurs. Il y a des capteurs connectés un peu partout. Pour ceux qui ne connaissent pas le système de crédit social, c'est un système qui permet, dans le cadre des dispositions légales, parce qu'en Chine, on avait remarqué que la loi n'était pas respectée, les règlements n'étaient pas respectés, malgré l'aspect autoritaire du régime. Donc, le gouvernement a voulu prendre des mesures pour inciter au respect de la loi. Donc, on a défini un système qui va permettre d'attribuer des notes à ceux qui respectent les règles et de sanctionner, de diminuer la note de ceux qui ne respectent pas. Donc, ceux qui respectent vont voir leurs notes augmenter, ceux qui ne respectent pas vont voir leurs notes baisser. Donc, le truc, c'est que si ta note baisse, tu ne pourrais pas accéder à certains services, comme les tramways, tu ne pourrais pas emprunter dans une banque, mais plus ta note augmente, tu seras considéré comme un bon citoyen. Mais pour que ça fonctionne, il faut évidemment Internet des objets, Big Data, ainsi que l'IA. Internet des objets, dans un premier temps, il faut vraiment des capteurs qui permettent de contrôler les citoyens, là, des caméras un peu partout. Donc, ce sont des caméras connectées. Donc, ils vont contrôler tous les mouvements, toutes les attitudes. Par la suite, tu craches en marchant, ou bien tout simplement, tu vois un vieillard traverser dans la rue, tu ne l'aides pas à traverser, ainsi de suite. Donc, ce sont des objets connectés qui permettent de surveiller tout le monde. C'est la surveillance massive. Ensuite, ces objets vont générer des données immenses. Et puis, ce sont ces données qui vont nourrir aussi les intelligences artificielles des acteurs numériques chinois. Et en l'occurrence, ce qu'on appelle les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Donc, vous voyez une relation assez subtile entre les objets et le Big Data. Relation entre Big Data et intelligence artificielle. Parce que ça, c'est cet aspect qui est plus important. Parce que comme je dis, ça, il y a le Big Data. Les données éthiques, les données sont comme le pétrole. Il faut les raffiner pour leur donner de la valeur. Donc, pour pouvoir raffiner, si vous voulez, pour pouvoir traiter les données, il faut de l'IA. Dans le cas de ce qu'on appelle des data mining ou d'autres techniques de traitement des données. Donc, en gros, dans l'histoire des algorithmes, comme vous savez, il y a eu, en gros, on a deux types d'algorithmes. On a les algorithmes à base de règles, les algorithmes et les algorithmes d'apprentissage. Les algorithmes à base de règles sont les algorithmes qui suivent des instructions précises. Donc, je prends un exemple. Si vous jouez par exemple au jeu d'échecs contre une intelligence artificielle, avec les algorithmes à base de règles, vous choisissez vos coups par rapport aux instructions qui ont été définies par le programme. Donc ça, ce sont des algorithmes au sens classique. Hein. Donc, on a écrit un programme. L'algorithme ne va faire que suivre ce programme. Donc tu joues contre une IA qui joue le jeu d'échecs. Donc tu choisis tes pions en fonction du programme. Donc face à telle situation, tu choisis tel coup.
Donc, situation coût définie dans les programmes. Donc, en gros, ce sont des algorithmes qui fonctionnent, ce sont des IA qui fonctionnent selon des règles précises, des règles qui sont définies par les programmes. Donc, on parle d'IA symbolique. Ensuite, on a, depuis quelques années déjà, il y a eu les algorithmes d'apprentissage. Dans ce cas, je prends toujours l'exemple du jeu d'échecs. Tu joues contre une IA, l'algorithme va choisir son coup, va choisir lui-même son coup par rapport à la meilleure décision à faire. Mais pour ça, l'algorithme apprend. C'est-à-dire, avec les algorithmes d'apprentissage, ce n'est pas le programme qui définit préalablement que l'algorithme va suivre, mais l'algorithme va définir lui-même le meilleur coup à faire. Mais pour ça, l'algorithme doit apprendre. Et pour apprendre, c'est avec quoi? L'algorithme apprend avec quoi? L'algorithme apprend avec les données. Donc, les premiers, on parle d'IA symbolique, naturellement. Le deuxième, on parle d'IA connexionniste. L'IA connexionniste est constitué du machine learning et du deep learning. Donc, pour ce qui m'a intéressé pour évoquer cet aspect, c'est qu'actuellement, les IA connexionnistes sont de plus en plus utilisés. Les IA symboliques même sont quasiment obsolètes avec l'essor des IA connexionnistes. Mais l'essor des IA connexionnistes découle de plusieurs choses. Dans les années 2010, d'abord la naissance du deep learning. Parce que vous savez, le deep learning, ça n'a pas vu le jour en 2010. Ça existait, le premier programme du deep learning, comme vous savez, c'est 1957. Le perceptron en l'occurrence. Mais pourquoi le perceptron n'a pas connu un essor imminent à l'époque? Parce que justement, il n'y avait pas assez de données d'entraînement. Il n'y avait pas assez de puissance de calcul. Donc finalement, pourquoi je parle des relations big data? Parce que l'essor de l'intelligence artificielle est dû également à la quantité de données disponibles. Et cette quantité de données s'est multipliée avec l'avènement des réseaux sociaux et ainsi que l'Internet des objets. Donc, comme vous le voyez, on a le deep learning, la puissance de calcul, les données d'entraînement. Ce sont les trois paramètres qui ont été consécutifs à l'essor de l'intelligence artificielle dans les années 2010. Donc, en 2012, comme c'est la grande disruption, si on peut dire ça comme ça, c'est en 2012, un algorithme du deep learning a remporté le concours ImageNet avec une précision qui dépasse largement les algorithmes symboliques, c'est-à-dire des algorithmes qui étaient programmés par un programmeur, mais qui n'apprenaient pas par eux-mêmes à travers les données. En 2012, l'algorithme de deep learning va remporter le concours ImageNet. C'est depuis lors que les ingénieurs vont commencer plus à s'intéresser aux algorithmes du deep learning. L'autre moment clé, c'est 2016, quand le programme AlphaGo de Google va battre les champions du monde du jeu de Go. Et encore une fois, AlphaGo est un algorithme qui fonctionne avec le deep learning. Donc, je prends mes relations, c'est que c'est l'essor du big data. Le big data, on peut appeler ça l'intelligence collective, parce que ce sont des données qui émanent de partout, mais qui ont besoin vraiment d'être exploitées. Mais une fois exploitées, ça donne des possibilités jusqu'alors inenvisageables. Et c'est ce big data qui est à l'origine aussi de l'essor des algorithmes du deep learning. Mais c'est pas parler de big data, oui, mais les données doivent... D'abord, qu'est-ce que le big data? Parce que là, j'ai parlé au début, je vous ai dit que les big data, ce sont des données massives qui sont collectées par les capteurs, ainsi de suite. Mais traditionnellement, on définit les big data par l'intermédiaire des 5 V. Volume, c'est plus subtil, donc ça renvoie à la quantité des données disponibles. Ce sont des données qui sont devenues très, très immenses, gigantesques, très, très, très nombreuses. Et voilà, ça c'est le volume. Donc les données sont devenues nombreuses, gigantesques, immenses. La variété renvoie à la diversité de la nature des données, ainsi que des sources. Diversité, car les données peuvent être des données structurées, non structurées. Et variété,
Ces données peuvent venir de toutes sortes de sources. Ça peut être des données issues des capteurs, ça peut être des données sismographiques, ça peut être des données médicales, ainsi de suite, la variété. Et puis, n'importe quel acteur, ça peut être des données issues des hommes, ça peut être des données issues des objets, ainsi de suite. La vitesse renvoie à la rapidité par laquelle ces données sont produites. Ces données sont produites constamment, quotidiennement, à une vitesse vertigineuse. La valeur renvoie justement à l'importance des données. Parce que, comme j'aurai l'occasion d'évoquer vers la fin, ces données ont une valeur dans tous les domaines, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans la stratégie militaire. Par exemple, moi je vais parler d'une guerre en réseau. Il y a des capteurs qui vont permettre de collecter les données sur le champ de bataille. Et voilà. Une fois ces données collectées, on pourrait envoyer des drones ainsi de suite pour abattre les cibles ainsi de suite. Donc, les applications du Big Data, c'est un peu partout. Ensuite, véracité. Je n'ai pas mentionné 5e vue. Donc, 5e vue, c'est véracité. C'est-à-dire étant donné qu'il y a dans les cyberespace, il n'y a pas que les hommes, il y a des objets, mais aussi il y a des robots, de toutes sortes de robots maintenant qui sont dans les cyberespaces. On donne beaucoup d'importance à la qualité de la source de la donnée. Donc, ça, c'est le 5e vue, véracité. Donc, cela pousse à distinguer le Big Data et l'Open Data. Les Big Data, comme j'ai dit, ce sont des données très volumineuses. Un particulier ne peut pas accéder au Big Data. Ce sont des grandes entreprises qui peuvent traiter et analyser les Big Data par leurs algorithmes. Alors que l'Open Data sont des données accessibles, sont des données structurées dont tout le monde peut accéder par l'intermédiaire d'un appareil. Donc, les données qui sont sur des sites web, qui sont bien structurées, sont des données Open Data. Les documents qui se trouvent, par exemple, sur des bases de données, de documents structurés, par exemple, l'Open Data de l'Union européenne, on a beaucoup de documents qui sont traduits, voilà, ou bien des sites gouvernementaux qui donnent accès à leurs données aux citoyens pour que les citoyens puissent les vérifier, ainsi de suite. Ça permet aussi de donner une certaine légitimité aux activités du gouvernement, parce que les autres applications du Big Data en politique, c'est par exemple du basé des pays comme dans les pays scandinaves. On permet aux citoyens de contrôler comment les dépenses issues des taxes, en tout cas, comment les taxes sont dépensées. Donc, on a développé plusieurs systèmes qui permettent aux individus de contrôler les dépenses publiques. Donc, on peut accéder facilement aux données liées aux dépenses publiques. Ça, c'est l'Open Data. L'Open Data, c'est un peu les données accessibles, structurées, ainsi de suite. Avec les Big Data. Donc, en gros, l'Open Data peut, si vous voulez, l'Open Data peut faire partie du Big Data. Le Big Data ne fait pas partie de l'Open Data, mais l'Open Data, parce que les acteurs du Big Data, par exemple, Google, c'est un acteur fondamental du Big Data. Google, il y a des gens qui disent que, il y a un livre, Google God, il est écrit très explicitement, Google, c'est le dieu de l'information. Donc, Google a des informations sur tout. Mais Google utilise aussi Open Data de l'Union européenne pour améliorer ses algorithmes de traduction. Donc, les acteurs du Big Data utilisent notamment l'Open Data. Donc, mais quand on parle de Big Data, mais des données immenses, déjà, ces données doivent être collectées. Une fois collectées, ces données doivent être stockées. Une fois stockées, on doit pouvoir les transmettre. Une fois transmises, ces données doivent pouvoir être traitées. Donc, déjà, en termes de stockage des données, à deux niveaux. Le stockage des données peut être automatique. Donc, dans ce cas, on a plusieurs objets qui permettent là, je parle de la collecte. Hein. La collecte des données, ça peut être automatique par l'intermédiaire des objets connectés un peu partout qui collectent automatiquement des données. Qui peut être des objets sismographes qui permettent de donner par les données liées au tremblement de terre, des objets comme les radiotélescopes, les cages de fréquence, les caméras, les microphones, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs objets qui permettent de collecter automatiquement les données. Donc, on peut collecter automatiquement les données. On peut aussi collecter manuellement les données par ce qu'on appelle crowdsourcing. Ça permet un peu de collecter, d'impliquer l'intelligence collective des individus, des consommateurs dans la production de données. Donc, une entreprise peut inciter ses utilisateurs
plutôt les consommateurs à évaluer son produit, à donner leurs avis, les critiques, à penser quel produit il faut mettre en place. Donc, en gros, c'est l'intervention de l'intelligence collective dans la collecte de données. Donc là, on parle là de collecte de données manuelle. Mais le plus utilisé, c'est naturellement collecte de données automatique, avec tous les objets connectés qui existent au réseau. Donc, comme je dis, ces données doivent être collectées, mais les données doivent être aussi stockées, naturellement dans les data centers. Parce que, comme vous le savez, la communication sur Internet, c'est essentiellement les câbles sous-marins des data centers. Les câbles sous-marins, c'est pour le transfert de données. 99% des communications, c'est via câbles sous-marins. Le reste, c'est via satellite. Ensuite, les data centers, on stocke les données. Mais les progrès récents, justement, dans le stockage de données, c'est dans le cadre du cloud computing. Alors, avec le cloud computing, c'est l'accès à des services informatiques en ligne. Ça peut être les services de stockage, les serveurs, le partage de la puissance de calcul, ainsi de suite. Donc, on a plusieurs services cloud. Ça, je sais que vous savez déjà ces choses, mais c'est dans le cadre du fil conducteur de mon raisonnement. On a les SaaS, software as a service, c'est-à-dire l'accès à des logiciels en ligne. On a les PaaS, plateformes as a service, l'accès à des services informatiques qui sont constamment à jour en ligne, constamment à jour et sécurisés, parce que la sécurité, c'est une caractéristique essentielle du cloud computing. IaaS, ça c'est l'accès à du hardware en ligne. DaaS, l'accès aux données en ligne, ainsi que les MPaaS, ça c'est l'accès aux applications Android, les applications mobiles en ligne. Donc, le cloud computing, c'est une évolution importante, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle l'informatique ubiquitaire. Parce que les objets qui sont connectés peuvent stocker leurs données en ligne. Ils peuvent accéder à ces données. Et peut-être je ne l'ai pas évoqué, mais l'une des caractéristiques de l'Internet des objets, c'est l'interopérabilité. Donc, ces objets peuvent interagir entre eux. Donc, cette interopérabilité nécessite la capacité de stocker des données. Et le cloud, c'est une évolution majeure à ce niveau. Comme je dis, les données doivent être collectées, stockées, mais ces données doivent pouvoir être transmises. Donc, il y a eu plusieurs progrès dans le cadre de la transmission de données. L'un des progrès anciens déjà, c'est l'avènement de la 5e génération des téléphones mobiles qu'on appelle 4G. 4G a permis notamment l'introduction du très haut débit, le passage aussi à une structure IP qui permet vraiment à faire converger les communications vocales ainsi que les SMS au réseau, parce que comme vous savez, tous les objets connectés au réseau fonctionnent à travers le protocole TCP/IP. Donc, le passage à une structure IP avec la 4G permet une convergence entre les communications vocales et les SMS au réseau, ainsi que l'augmentation considérable du débit par rapport à la 3G, la vitesse de téléchargement, ainsi que le visionnage de très haute résolution. Mais ce qui nous intéresse à ce niveau, c'est l'avènement progressif de la 5e génération de ces téléphones mobiles, la 5G. C'est l'intérêt avec la 5G, c'est que je viens de dire qu'il y a progressivement, il y aura beaucoup d'objets connectés au réseau. Donc, ces objets connectés ont un écosystème qui dépasse un tout petit peu les capacités permises par la 4G. C'est pourquoi l'avènement des 5G va non seulement permettre un bon compromis entre vitesse, temps, latence et coût. Bon, pour le coup, on peut déjà nuancer parce que dans les rapports, il y a Cédric Villaine qui disait la dernière fois que en termes de coût, ainsi qu'en termes d'efficacité énergétique surtout, voilà, les promesses de la 5G n'ont pas de corrélation avec les résultats actuels. Donc, mais en tout cas, ça va permettre un bon compromis entre vitesse et temps de latence. Donc, ce qui sera un atout considérable pour la réalité augmentée, n'est-ce pas? Parce que pour ça, les progrès dans la réalité augmentée vont, notamment avec la réduction du temps d'attente, qu'on appelle le temps de latence, ça va permettre une immersion, ça va favoriser vraiment une immersion totale, notamment avec la qualité des images qui sont en 4K par rapport à ce qui dépasse largement la haute résolution permise par la 4G. Mais aussi, c'est la 5G qui va permettre l'évolution de l'Internet mobile vers l'Internet des objets. Par exemple, le succès de la voiture autonome dépendra considérablement de la 5G. Et comme vous savez, une voiture autonome
va intégrer beaucoup de capteurs. Donc, ces capteurs, une voiture autonome va être conduite d'abord dans une ville intelligente, une route intelligente. Donc, ces capteurs seront connectés. Donc, une fois que ces capteurs seront connectés, il y aura plusieurs capteurs, il y aura plusieurs voitures. Donc, il faut un écosystème qui permet vraiment l'interopérabilité entre tous ces capteurs. Donc, le développement de la 5G est une avancée majeure dans ce sens. Donc, on peut considérer une avancée considérable dans le domaine de la transmission de données. Mais ces données aussi doivent être traitées. Donc, le traitement des données est lié aussi à l'évolution de la puissance du calcul. Ça, c'est la loi de Moore. Ça, vous connaissez certainement la loi de Moore. L'ingénieur l'a dit en 1975, et la puissance de calcul des machines double à coût constant tous les 2 ans. Donc, dans la loi de Moore, ça veut dire que le nombre de transistors intégrés, parce que comme vous devez le savoir, la puissance d'une machine dépend du nombre de transistors intégrés dans le processeur. Donc, plus il y a des processeurs, plutôt des transistors dans le processeur, plus la machine est puissante. Donc, dans la loi de Moore, c'est le nombre de transistors intégrés dans le processeur va continuer à doubler à coût constant tous les 2 ans. C'est-à-dire que l'analogie plus subtile, c'est que la puissance d'un smartphone actuellement est beaucoup plus forte qu'un supercalculateur des années 50 qui avait la taille d'un hangar. Donc, à ce niveau, vous pouvez voir déjà l'évolution de la puissance des supercalculateurs mesurée en nombre d'opérations par seconde. Dans les années 50, on avait les kiloflops, 1000 opérations par seconde. En 1964, on est passé au mégaflop, 1 million d'opérations par seconde, ainsi de suite. Donc, l'avancée majeure à ce niveau, c'est les teraflops. C'est 1000 milliards d'opérations par seconde. Parce qu'à niveau au teraflop, ce qu'on a pu faire notamment, c'est séquencer l'ADN. Avant les teraflops, pourquoi on pensait que, en particulier les Jacques Monod et consorts, pensaient qu'il serait totalement impossible de séquencer l'ADN. Parce que justement, il n'y avait pas assez de puissance de calcul. Alors qu'il y a plusieurs milliards d'informations qui constituent le chromosome. Donc, on pensait que, étant donné qu'il n'y a pas assez de puissance de calcul, parce qu'il ne pouvait pas s'attendre à ce que les supercalculateurs vont évoluer aussi vite, conformément à la loi de Moore. Donc, c'est avec l'avènement des teraflops qu'on a pu séquencer le premier génome humain. Donc, en 2021, les Chinois ont réussi vraiment à fabriquer un ordinateur hexaflopique. Donc, qui a une puissance de calcul d'1 milliard de milliards d'opérations par seconde. Donc, déjà, la puissance de calcul, c'est très fondamental parce qu'en termes scientifiques déjà, pour certains, c'est le 3e pilier de la méthode scientifique, après la théorie et l'expérimentation. Parce qu'il y a des expériences interdites qu'on ne peut pas faire, par exemple les essais nucléaires. Quand on a assez de puissance de calcul, on peut les simuler. Il y a des expériences dangereuses, comme le crash d'avion. Donc, quand on a assez de puissance de calcul, on peut les simuler. Il y a aussi des expériences trop longues, comme les simulations du climat. Dans la même puissance de calcul, on peut le faire. Donc, finalement, la loi de Moore. Une précision, c'est qu'actuellement, la loi de Moore est en train d'atteindre ses limites, notamment des limites physiques. Parce que, comme je vous ai dit, plus il y a des transistors, plus le processeur est puissant. Mais arrivé à un moment, on n'arrive pas à intégrer autant de transistors dans les processeurs. Parce que intégrer les transistors, c'est aussi au progrès dans la miniaturisation. Et les progrès dans la miniaturisation sont aussi dus à l'avènement du silicium. Et actuellement, on n'arrive pas à fabriquer des transistors inférieurs à 10 nanomètres. Donc, arrivé à un moment, dans quelques années, la loi de Moore sera plus variable. D'ailleurs, il y a Intel qui a annoncé que ça ne sera plus, on ne pourrait plus augmenter la puissance des calculateurs tous les 2 ans. La loi de Moore a atteint un palier physique. C'est pourquoi maintenant il y a des perspectives d'informatique quantique, ainsi de suite. Parce que justement, arrivé à un moment, on ne pourrait plus augmenter la puissance des machines. D'accord. Comme je vous ai dit, les données doivent être collectées, stockées, transmises, traitées. Donc, une fois que ces données sont là, une fois vraiment on a accès à ces données, une fois on a réussi à apprivoiser ces données, les acteurs qui peuvent les analyser peuvent faire beaucoup de choses dans l'économie mondiale.
Actuellement, si vous voulez, avant de continuer vers la fin de cette conférence, ce qu'il faut retenir, c'est que la donnée, c'est le carburant, et l'intelligence artificielle, c'est le moteur. Donc, dans l'économie collaborative, c'est les deux piliers. Ici, vous pouvez voir quelques chiffres par rapport à la valorisation du Big Data. En 2018, le Big Data avait une valorisation de 28 milliards de dollars. En 2013, il avait une valorisation de 36 milliards de dollars. En 2018, 169 milliards de dollars de valorisation. Là, on pense qu'on sous-estime même les chiffres. Hein. Et ce qui est intéressant et qui permet beaucoup de possibilités, c'est le fait que les données issues des capteurs sont interopérables, mais aussi on peut les interconnecter. Donc, en l'occurrence, l'interconnectivité et l'interopérabilité des données issues des capteurs. Donc, c'est ce qui fait vraiment qu'on peut faire de la prédiction. Savoir tel événement est susceptible de se produire parce qu'on a l'information grâce aux capteurs des événements. Et puis, on peut aussi corréler les différentes informations pour essayer de prédire. Bon, il y a quelques cas, hein, la suivi de l'évolution d'une pandémie. On fait ça dans beaucoup de pays. On peut suivre l'évolution d'une pandémie par l'analyse Big Data. On peut analyser aussi le niveau d'illettrisme dans un pays. Par exemple, juste en analysant les fautes d'orthographe dans les moteurs de recherche dans tel pays, on peut déduire approximativement, parfois avec précision, le niveau d'illettrisme dans tel pays. Donc, en gros, ce que je vous ai dit au début concernant les paradigmes de la science à l'ère numérique, là, ça se vérifie ici, parce que les acteurs du Big Data sont des acteurs qui en savent. Par exemple, Facebook connaît les Marocains plus que le gouvernement marocain. Plus connaît les Français plus que le gouvernement français, parce qu'ils ont des données sur des millions d'individus, ainsi de suite. Ils savent ce que vous voulez, ce que vous êtes susceptible de vouloir. C'est pourquoi on peut cibler aussi les gens par la publicité, ainsi de suite. Donc, cela va me permettre de lancer la dernière partie de cette présentation, Big Data Économie. Là, comme je vous ai dit, bon, mon but, ce n'est pas de parler de toutes les applications de Big Data, évidemment. Il y a des applications un peu partout. Mais là, quelle application du Big Data dans l'économie collaborative? Parce que la nouvelle économie, par rapport à l'économie entérinée par la première révolution industrielle, qui était une économie totalement capitaliste, ultra verticale, l'économie entérinée par la troisième révolution industrielle est une économie collaborative. Et cette économie collaborative fonctionne grâce à un support technologique structuré autour de l'Internet des objets, du Big Data et de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire quoi? Pour que l'économie collaborative, on va prendre un exemple, Airbnb. Bon, Uber, vous connaissez tous Uber. Airbnb aussi. Vous connaissez Airbnb. Donc, le truc, c'est qu'est-ce qu'Airbnb fait? Pour qu'Airbnb fonctionne, il faut déjà des capteurs. C'est-à-dire, il faut déjà que nous, les particuliers, on ait des smartphones. Ensuite, il faut de l'IA pour traiter les données qui sont issues de ces capteurs. Quand on a les smartphones, on va se connecter au réseau. Peut-être les particuliers qui cherchent un appartement dans tel endroit, ainsi de suite, vont passer par Airbnb. Donc, plus vous cherchez, les recherches là, ce sont des données qui vont s'accumuler. Il faut traiter ces données. Mais c'est l'IA maintenant qui va permettre de traiter ces données. Donc, ce sont ces plateformes technologiques, cette plateforme technologique qui va permettre de relier les particuliers. Parce que l'économie collaborative, c'est l'un des aspects, c'est relier les particuliers entre eux. Relier l'offre et la demande entre des particuliers, mais par l'intermédiaire d'Airbnb. Airbnb qui va mettre à la disposition justement l'IA qui va permettre de traiter les big data. Mais c'est les trois supports technologiques de l'économie collaborative. Là, je vais soulever quelques hypothèses avant vraiment de dire de manière limpide le fonctionnement de cette économie. Déjà, première hypothèse, fin du capitalisme ou hypercapitalisme. Parce que c'est que, je veux dire, on prend par exemple le big data dans la nouvelle économie, le cas des communaux collaboratifs. Vous savez, les communaux collaboratifs, par exemple YouTube, ou tout simplement les réseaux qui vont permettre la mise en place, la disposition des services, l'usage, ainsi de suite. Parce que ce qui est intéressant avec les communaux collaboratifs,
c'est l'usage par rapport au profit. Les communautés globalisées sont des réseaux d'usage d'objets ou bien de producteurs de services qui s'organisent autour de l'intérêt de la communauté. Donc, ce qui se passe, c'est que le partage semble avoir, dans le cadre des communautés globalisées, le partage a plus, sinon, autant de valeur que les profits. Par exemple, vous allez créer votre vidéo, vous allez mettre sur YouTube. Là, vous ne gagnez pas de profit. Vous allez mettre votre voiture dans un système de covoiturage. Le profit, ce n'est pas la même chose que quand vous vendez votre voiture. Donc, la question qui se pose dans ces cas de figure, vous savez très bien que le capitalisme, c'est la recherche du profit. C'est un peu ça. Le capitalisme découle des théories économiques d'Adam Smith, David Ricardo, comme quoi la recherche de l'intérêt personnel mène à l'harmonie collective. Donc, vous créez un bien, vous l'échangez contre de l'argent. Mais dans le cadre d'un modèle économique, comme je vous ai dit, où vous ne gagnez pas de profit immédiatement, quel est l'avenir du capitalisme? Donc, c'est une première hypothèse. Pour essayer un peu de nuancer l'hypothèse comme quoi on pourrait y avoir la fin du profit, parce que c'est une hypothèse évoquée notamment par Jeremy Rifkin, mais qui ne se traduit pas vraiment dans la réalité, parce que c'est de l'hypercapitalisme et de l'hyperprofit. J'aurai l'occasion de voir tout de suite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui détermine la nature de la vie économique, en tout cas la structure de la vie économique, c'est le régime énergétique en place. Quand on a un régime énergétique vertical, la nature de la vie économique va être verticale. Quand on a un régime énergétique horizontal, la nature de la vie économique va aussi évoluer vers ce régime. Donc, avec l'énergie fossile, la vie économique était verticale, comme je vous ai dit, avec les charbons, le pétrole, tout ce que vous voulez. Dans les révolutions précédentes, on avait une vie économique totalement verticale. Vous prenez rentrer dans une entreprise, ce sont des entreprises totalement verticales. Les particuliers vraiment ne pouvaient pas s'insérer facilement dans le tissu économique sans travailler dans une entreprise. Les particuliers ne pouvaient pas trop mettre en place des startups. L'auto-entrepreneuriat n'était pas aussi évolué parce qu'on avait une vie économique totalement verticale. Avec les big data, l'Internet et le web, la particularité de l'Internet, c'est que tout le monde a accès à Internet. La particularité du web, c'est que c'est lucide pour tout le monde. Tout le monde peut créer un bien, plutôt. La création du bien a changé. Parce que depuis qu'on peut convertir des valeurs en données numériques, on peut facilement les partager. C'est le cas. Tu peux produire ta vidéo, tu vas partager en ligne. Donc, cela se traduit par une vie économique horizontale. Mais là, loin de supprimer, si vous voulez, le capitalisme, certaines hypothèses pensent que ce qui est en gestation, c'est plutôt le capitalisme distribué, c'est-à-dire le capitalisme coopératif. Ce n'est pas que la recherche du profit a disparu, mais juste que pour avoir du profit, il faut coopérer dans les communaux collaboratifs. Mais c'est là un peu tous les sens de cette citation de Jeremy Rifkin que je présente là. Un capitalisme coopératif, distribué, latéral, en réseau, collectif, réciproque, démocratique, intégré, ainsi de suite. Post-carbone, c'est carrément lié à l'architecture de la troisième révolution industrielle, qui permet un régime énergétique décentralisé, avec par exemple des bâtiments qui produisent eux-mêmes leur propre énergie, avec un web qui permet d'organiser ces énergies, avec un web même qui a permis aux consommateurs de pouvoir critiquer les entreprises, de pouvoir se mettre en réseau, ainsi de suite. On a une vie économique qui semble de plus en plus horizontale, donc ce qui est propice à l'avènement de nouveaux acteurs, de petits acteurs, à l'avènement de personnes qui peuvent faire de l'auto-entrepreneuriat, ainsi de suite. Donc, concernant les profits, déjà, le premier point, ça n'a absolument pas. Le capitalisme distribué, évidemment, n'est pas une négation ou bien une déliquescence du profit. Le capitalisme distribué permet à des acteurs majeurs qui, dans le cadre de l'économie collaborative, ont des capacités qu'ils ont forgées
depuis longtemps, parce qu'ils sont des acteurs majeurs du numérique, donc ils ont apprivoisé les outils numériques, donc ils peuvent utiliser pour engranger des revenus très, très énormes. De là, vous pouvez voir un tout petit peu en 2020, au 6 janvier 2020, la capitalisation boursière des entreprises, des GAFAM, qui sont Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Donc, avec Apple, il y a 1320 milliards de dollars, 1210 milliards de dollars pour Microsoft, 930 milliards de dollars, 930, ainsi de suite. Donc, ce sont des entreprises. Je vais voir comment fonctionne leur économie, ce n'est pas un reste comme temps. Voilà, je vais voir tout à l'heure comment les GAFAM engrangent des profits énormes et qui met ce constat met considérablement à cause l'hypothèse de la fin du capitalisme. Donc, on assiste plutôt à l'hypercapitalisme. Donc, le fonctionnement de la nouvelle économie des données, c'est ce que les prix Nobel de l'économie a expliqué selon les termes des marchés bifaces. Les marchés bifaces. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a des acteurs, Google ou bien Facebook. Si vous utilisez Google, c'est pratiquement gratuit. Vous ne payez pas de l'argent pour faire de la recherche. Ainsi de suite, vous ne payez pas de l'argent pour visionner une vidéo sur YouTube. Facebook, pareil, c'est un formidable réseau social. Vous utilisez Facebook gratuitement. Mais le truc, c'est que vous l'utilisez, mais ce sont vos données qui sont collectées. Donc, Facebook collecte l'ensemble de vos données. Donc, ces données sont ensuite vendues. Toutes sortes de données. Par exemple, si vous mettez une photo sur Facebook avec votre chien, et le chien en question porte un collier, quelque chose comme ça, donc l'algorithme peut interpréter que vous êtes intéressé, vous êtes susceptible d'être intéressé par des colliers. Et automatiquement, Facebook va vendre vos données, va compter ces données. Oui? Je ne sais pas s'il reste encore beaucoup de slides. On t'enverra. Il ne reste pas beaucoup. Je vais finir tout à l'heure. D'accord. Donc, voilà, comme je dis, donc, Facebook va tout simplement collecter vos données, ensuite les vendre à des entreprises, à des firmes, des entreprises. Et ces entreprises vont les utiliser pour cibler la publicité. Donc, c'est un peu le fonctionnement du modèle de Facebook et de Google. Donc, en gros, ce qui se passe, ce marché biface, c'est gratuit pour vous, mais c'est payant pour les entreprises. Donc, c'est ce qui a poussé Tim Cook à dire, si c'est gratuit, c'est que vous êtes les produits. Déjà, cette affirmation, à l'époque, c'était passé inaperçu parce que les services là sont tellement importants, on ne faisait pas attention. Mais ça revient à l'ordre du jour avec toutes les questions liées actuellement aux données personnelles. Donc, finalement, c'est ça un peu qu'on appelle la distribution, l'art de la distribution. Ces entreprises, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, NATO, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, encore les Biatic, Beidou, Alibaba, Tencent, Xiaomi, ont la croissance la plus rapide de l'histoire par l'art de la distribution. Et c'est ça, Joël Leroy a très bien analysé comment ces entreprises ont cette croissance, parce que justement, elles vont constituer des fines couches qui vont se superposer à d'énormes systèmes de distribution où il y a des coûts. Mais avec des algorithmes qui mettent en relation l'offre et la demande, s'interface avec une multitude de personnes où se trouve l'argent. Donc maintenant, c'est par le pouvoir de s'interfacer entre les particuliers et pour les mettre en relation l'offre et ainsi pour relier aussi l'offre et la demande que ces entreprises arrivent à avoir des revenus énormes et qui disruptent aussi les entreprises millénaires qui n'ont pas su utiliser. Parce qu'actuellement, ce que les utilisateurs veulent, c'est le maintenant. La génération millénaire est une génération de maintenant. Donc, la particularité, c'est que ces algorithmes, ces entreprises, avec leurs algorithmes, arrivent à relier les particuliers entre eux de manière très rapide. Et cette rapidité, grâce à des interfaces, fait que l'offre et la demande sont aussi reliées rapidement et une multitude de personnes. Et ce sont ces personnes maintenant qui ont de l'argent. Ce sont les particuliers qui ont de l'argent. Et une fois que les firmes en question relient les particuliers entre eux, ils peuvent facilement disrupter les entreprises millénaires qui ne peuvent pas aussi relier rapidement
les particuliers entre eux. Parce qu'avec les panneaux publicitaires, voilà, ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai dit en concordé l'offre et la demande, pas de traitement de big data sur des capteurs. Donc, en gros, Uber, par exemple, qui est la plus grande entreprise taxi au monde, n'a pas de véhicule. Facebook, qui est le plus grand producteur de médias, n'a pas de contenu. Alibaba, ainsi de suite. Donc, c'est par la capacité de lire l'offre, la demande, par le traitement du big data. Donc, dans cette hypothèse, on peut dire que le big data constitue la principale ressource de la nouvelle économie. Donc là, c'est le dernier diapositive concernant cette partie avant la conclusion. Donc, en gros, l'hégémonie des GAFAM, découle de quoi? Par des services indispensables. Pourquoi on est orienté vers ces plateformes? C'est parce qu'il faut avoir des services indispensables. Le moteur de recherche de Google, YouTube, les réseaux sociaux de Facebook, l'e-commerce d'Amazon. C'est-à-dire que l'éthique, c'est que plus on va sur ces plateformes, plus il y a des données qui vont s'accumuler au moment de l'utilisation de ces plateformes. Donc, ces plateformes aussi vont utiliser ces données pour générer de la valeur à travers l'intelligence artificielle. Donc, une fois qu'ils génèrent de la valeur, les acteurs en question, ils pourraient proposer de nouveaux produits ainsi qu'engendrer de nouveaux profits à travers l'innovation. C'est pourquoi ils sont toujours dans une innovation incessante. Dans ce qu'on appelle l'économie de la donnée. Si la valeur prédictive va permettre de convertir les données requises en source de valeur économique. Parce qu'on pourrait anticiper les comportements des utilisateurs, les produits qu'ils sont susceptibles d'être intéressés. Ensuite, on pourrait aussi cibler de la publicité. Donc, juste en analysant les goûts, les envies des citoyens, des individus, des internautes. Donc, pour terminer, une révolution industrielle, comme je vous ai dit, à travers ces trois piliers, mais est toujours marquée par une phase. Entre deux révolutions, il y a toujours une phase. Une phase que Joseph Schumpeter a parlé de destruction, la destruction créatrice. C'est-à-dire quoi? Allô? Koné est là? Koné, vous nous entendez? Je pense qu'il a un problème de connexion. Koné, vous nous entendez? Oui, oui, on vous entend. Ah, très bien. Il y a quelque chose. Voilà, j'ai presque fini. D'accord, parfait. Donc là, j'ai évoqué la destruction créatrice. Donc pour ça, pour accompagner la quatrième révolution ou la troisième, là j'ai insisté qu'on vit une troisième révolution industrielle. Pour l'accompagner, il faut l'éducation. C'est l'éducation qui va permettre aux individus d'accompagner ou tout simplement de ne pas être remplacés, de ne pas perdre leurs emplois. Parce que comme je dis, il y a de nouveaux emplois qui vont voir le jour. Il y a des emplois, que ce soit les emplois d'avocats, les voitures, avec l'avènement des voitures autonomes, les chauffeurs de taxis pour avoir des problèmes. Les emplois des médecins, il y a des robots chirurgiens déjà. Donc, il y a plusieurs emplois qui sont remis en cause. Donc, c'est l'éducation qui est la clé pour accompagner la troisième révolution industrielle. D'où l'ouverture que j'ai formulée pour terminer cette conférence, c'est comment concilier l'intelligence biologique et l'intelligence artificielle. Mais comme je dis, la troisième révolution industrielle est structurée aussi fondamentalement autour du big data et l'intelligence artificielle. Donc, je vous remercie. Ça a pris un peu de temps. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Donc, je reste disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup, Koné. Vraiment, nous sommes très honorés, très ravis. Nous avons appris beaucoup de choses.
personnellement, pour ma part, je suis étudiant informaticien. Nous avons en quelque sorte vu la plupart des notions que vous avez abordées, mais c'était pas aussi détaillé que ça. Et donc, j'ai vraiment appris beaucoup de choses pour ma part. Et j'espère que ceux qui sont présents parmi nous ont aussi appris des choses. Donc, si vous avez des questions, posez-les maintenant. Voilà. Pas de questions? Si, j'ai une question. Alors, Je peux? oui, oui, allez-y, allez-y, allez-y. Oui, bien sûr. D'accord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. Koné. Et merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment intéressant. Bon, je vais directement poser ma question. D'après ce que j'ai pu comprendre, vous êtes géopolitique. Vous êtes en train de faire votre thèse en géopolitique. Donc, vous nous avez un peu expliqué l'avènement du numérique à travers